L'ampleur est telle que tout le monde y passe. Toute institution aussi, téléphone, ordinateur, compte sur les réseaux sociaux, sites internet sont craqués. Du sommet de la présidence de la République aux individus lambda en passant par les entreprises, les hackers pénètrent et piratent tout, infrastructure numérique. Le ministère des Postes et Télécommunications parle d'une cybercriminalité qui se traduit principalement en trois menaces: fake news, arnaque, paiement mobile et piratage des comptes sur les réseaux sociaux. Tenez, quelques faits d'alerte, notamment des fausses informations diffusées sur le décès du président de la République du Cameroun, pourtant bien en vie et de retour au pays ce lundi 21 octobre. Et autre fait, une fausse nouvelle attribuée au site officiel de la présidence de la République suite à un grossier montage photographique, œuvre d'un pirate informatique entré par effraction sur le dit site selon un communiqué signé du ministre de la Communication le 11 mars 2015. C'est sans compter la craque de la page Facebook d'Elections Cameroun le 23 juin 2020. Entre autres faits également, l'on note des entreprises de téléphonie mobile qui ont, elles aussi, subi des préjudices évalués en milliards de francs CFA à la suite d'un code permettant aux abonnés de recharger à volonté leur forfait data, notamment en janvier 2023. Dans ce même sillage, l'opérateur public de télécommunications déclinait quelques mois après sa responsabilité au sujet des liens de recharge de crédit en ligne en circulation sur la toile, une arnaque perpétrée à son nom sur Internet. Passons bien vite sur ces informations à caractère officiel et attribuées à de grosses entreprises sur le dark web. Les cybercriminels ne se gênent pas de pirater les numéros de téléphone et le gouverneur de la région de l'Ouest, pour ne citer que lui, en a payé les frais. 5 suspects, dont une femme, ont été interpellés et mis aux arrêts par les éléments de la gendarmerie. Les pouvoirs publics auraient bien voulu aussi mettre la main sur ces criminels par centaines ou milliers qui estoquent les populations à travers des cartes SIM non identifiées. En avril dernier, le ministre de l'administration territoriale donnait un ultimatum de 60 jours aux opérateurs de téléphonie mobile pour s'ajuster. Quelle efficacité pour ces mesures et comment véritablement stopper la saignée de tous ces actes malsains dans notre cyberespace? Twilight vous propose les éclairages d'experts certifiés en cybersécurité et cybercriminalité, des intelligences fleuries et aguerries qui vous mettent gratuitement à profit leur matière grise en ce mois d'octobre, aussi dédié à la sensibilisation à la cybercriminalité. Bonsoir et bienvenue, une pause et on se retrouve bien installé. Piratage des téléphones et données numériques, comment stopper la saignée? Le débat se fait ce soir en présence de François-Joseph Nemeteu-Beyenneux. Il est sous-directeur de la réglementation des télécommunications et des TIC au ministère des Postes et des Télécommunications. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlette. Autre panéliste en présentiel sur le plateau de Twilight, Mounir Ndi Amin. Il est le CEO de Enexa, cybersécurité et cybercriminalité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Esso, merci pour l'invitation. Vous êtes notamment aux côtés de Arsène Zambo, qui est ingénieur informaticien système réseau, chef d'unité opération réseau, ici même à la CRTV. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlette. Nous aurons également en ligne la contribution de Bogas Ora Njoyoum, qui est le président de l'association Smart Click Africa.
et DG, directeur général de ICT Media Stratégie. Nous aurons également en ligne la contribution de Maître Firmin Chetou Kameni, avocat au barreau du Cameroun. Voilà pour les panélistes, chers messieurs. On a tous vu ce soir la confirmation de ce que ces fausses informations existent bien évidemment sur la toile, le retour du président de la République. C'est dit quoi notamment? Ces hackers, ces cybercriminels n'ont pas de limite. Quel est leur objectif à la fin? Bon, merci encore pour l'invitation. Évidemment, l'actualité de ce soir, c'est le retour triomphant du chef de l'État, président de la République. Et vous avez pu constater la ferveur des Camerounais, toute la joie que les Camerounais avaient de revoir leur président. Ayant à l'esprit toutes les fausses nouvelles au sujet de sa santé, et vous comprenez que le phénomène de hacking ou bien de fake news est un phénomène important qui peut briser les sociétés et qui a des conséquences assez importantes. Et il est important aujourd'hui d'endiguer et de trouver des moyens pour pouvoir garantir que la société fonctionne dans des canaux véritables et qu'on ne va pas se laisser aller par des hackers et par ceux qui propagent les fake news aujourd'hui. Messieurs, une réaction à ce sujet? Il faut dire qu'aujourd'hui, avec l'avènement des médias sociaux, tout le monde est un potentiel cybercriminel. Chaque personne qui a un téléphone portable peut, à un moment ou à un autre, se retrouver en train de propager des informations évidemment malveillantes. Et il faut noter évidemment que cette expansion fait que les politiques et d'autres acteurs essaient de les utiliser en leurs avantages, en essayant soit d'influencer la population, soit de faire évidemment passer des messages ou bien de créer des situations inadmissibles au sein de notre État. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Arsène Zambo, ingénieur informaticien système réseau, chef d'unité opération réseau à la CRTV, le hacking, la cybercriminalité, c'est visiblement un phénomène qui prend de l'ampleur. Ça prend vraiment de l'ampleur, mais c'est regrettable qu'on aille jusqu'à ce niveau où on souhaite la mort d'une personne. C'est vraiment regrettable. Mais nous constatons ici là que la bataille politique s'est déportée vers le numérique. Je vous propose tout de suite de mettre le cap en ligne à la rencontre notamment de Bogas Oran Joyoum, président de l'association Smart Click Africa et DG de ICT Media Stratégie. J'espère que vous êtes en ligne. Alors dites-nous quelles sont les formes de piratage ou de cybercriminalité que vous avez en tant qu'expert déjà recensées jusqu'ici. Nous n'avons pas encore effectué une étude présentant les différentes formes de piratage ou d'actes de cybercriminalité qui est au Cameroun, mais l'ANTIC, l'Agence nationale de technologie de l'information et de la communication, a pour habitude chaque année de faire un état des lieux de la cybercriminalité au Cameroun. Et d'après l'ANTIC, donc, parmi les 5 formes de cybercriminalité les plus en vue au Cameroun, nous avons en premier le scamming, en second lieu le phishing, en troisième lieu les intrusions, en quatrième lieu le cyberchantage et en cinquième lieu le cyberharcèlement. Alors, s'il faut insister sur un cas particulier de ces 5 types de cyberattaques, c'est le scamming. Alors, nous avons plusieurs formes de scamming au Cameroun. On constate par exemple qu'il y a beaucoup d'usurpation d'identité sur le web, sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes se font passer pour des personnalités ou pour des personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux dans le but d'extorquer, d'arnaquer les populations ou alors les internautes moins avertis. Donc il faut faire attention à ce type de cybercriminalité. Nous avons également les phone scams, c'est-à-dire l'escroquerie par téléphone. Il y a plusieurs personnes qui très souvent vous appellent, vous annoncent une fausse histoire concernant par exemple des ventes, des marchandises, ou alors qui vous demandent par exemple de modifier votre compte parce que votre compte serait bloqué, ou alors qui se font passer pour un agent d'un opérateur télécom ou alors
un agent de votre banque vous envoie un lien en disant, voyez, votre compte sera supprimé si vous ne mettez pas à jour vos comptes avec de nouvelles données. Non, il ne faut pas surtout croire à ce genre de message parce que ni votre banque, ni votre opérateur télécom ne vous enverra un message pour vous demander de modifier le mot de passe de votre compte. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont encore victimes de ce type de scam. Il y a également le scam par message. Il y a beaucoup de personnes qui reçoivent de faux messages des opérateurs télécoms. Quelqu'un vous envoie un message avec un numéro simple, un numéro banal, vous indiquant qu'il a fait un transfert d'argent dans votre compte. Vous vous rendez compte effectivement que vous avez reçu un SMS, mais vous ne faites pas attention en regardant l'origine du SMS. La personne peut vous demander de renvoyer une partie de cet argent-là, une partie moins importante. Si vous envoyez peut-être 100 000 francs, il va vous dire envoyez-moi 50 000, vous recevez 50 000, et vous voilà en train d'envoyer 50 000 à quelqu'un. Et pourtant, la personne n'a fait aucun transfert, la personne vous a envoyé un SMS simple, pas provenant d'Orange ou MTN. Donc, ce sont les genres de scams que nous avons au Cameroun. Et voilà ce que je peux dire de manière très brève sur les types, ou alors sur la cartographie d'incidents cybernétiques que nous rencontrons au Cameroun. Merci beaucoup, Bogas Oran Joyoum, pour cette première intervention en direct sur Twilight. Alors, de retour sur ce plateau, Monsieur François-Joseph Nemeteu-Beuyeneux, sous-directeur de la réglementation des télécommunications et des TIC au ministère des Postes et Télécommunications. Vous avez fait les mêmes constats? Oui, les constats sont là et je voudrais déjà qu'on parle du contexte. Vous savez, le piratage et la compromission des données aujourd'hui, fake news, scamming, tout ce qu'il a cité comme étant éléments faisant partie de tous les fléaux cybercriminels, fait état de ce qu'aujourd'hui, les gens utilisent de plus en plus Internet, les gens sont de plus en plus connectés et interconnectés. Ce qui fait que les cybercriminels profitent donc de cette abondance, n'est-ce pas, de données qui sont disponibles et des failles de sécurité qu'on peut trouver par-ci et par-là à travers les réseaux pour s'introduire effectivement et voilà, et faire subir à ceux qui sont naïfs, ceux qui ne sont pas assez sensibilisés, tous les fléaux et les conséquences qui sont dues à la cybercriminalité. Et il faut dire en plus de cela que plus nous nous connectons, on l'a dit tout à l'heure, plus nous nous connectons, plus nous sommes connectés, plus nous laissons des données, plus nous ne faisons pas attention aux nécessités sécuritaires qu'il faut apporter lorsqu'on est connecté dans un réseau, lorsqu'on est sur son portable. Il y a quand même des règles qu'il faut n'est-ce pas, aborder, des règles qu'il faut avoir lorsqu'on est connecté. Dommage, aujourd'hui la société va de plus en plus se connecter. Personne ne peut vivre sans numérique aujourd'hui. Et il est important, vous l'avez dit en début de votre propos, qu'on adresse des solutions et surtout qu'on parle de la sensibilisation à tous ces fléaux-là qui existent et qui malheureusement causent des dégâts aux entreprises, causent des dégâts aux personnes avec des données qui sont dévoyées. Il y a des petites statistiques aujourd'hui, l'Antique, on en a parlé, en 2021, faisait état de ce que 12 milliards de francs CFA ont été, n'est-ce pas, sont des conséquences d'aujourd'hui des cyberattaques au niveau du Cameroun. C'est énorme, c'est un manque à gagner. Et ne parlons pas aujourd'hui des données à caractère personnel qui sont dévoyées, qui sont sur la toile. C'est des choses qu'il faut adresser et nous pensons que la première chose à faire, c'est de sensibiliser pour que personne ne soit naïf. Alors, Mounir Ndiamine, CEO de Enixa, cybersécurité et cybercriminalité, quelle est votre perception aujourd'hui de l'ampleur de ce phénomène de cybercriminalité dans notre société? Il faut dire que la cybercriminalité aujourd'hui est simplement, lorsqu'on écoute les statistiques qui ont été mises par Bogas, c'est simplement une transposition, pour ce qui est d'ordre général, une transposition des crimes qu'on a d'habitude dans les milieux sociaux, aujourd'hui dans le milieu cyber, dû évidemment à l'ampleur des technologies qui vont avec. Ça, c'est pour la première catégorie qui est le plus citée. Mais à côté de ça, on a d'autres cas de cybercriminalité parce que au-delà de ce que nous sommes en train de souligner, il faut noter qu'on a différents acteurs qui posent problème dans le domaine de la cybercriminalité.
on a des acteurs institutionnels et des acteurs non institutionnels. Nous nous concentrons essentiellement sur des acteurs non institutionnels, qui sont des cybercriminels qu'on a un peu partout, et notamment les activistes, les hackers, comment on va dire ça, les scammers et bien d'autres. Mais à côté de ça, il y aura évidemment d'un autre côté des entreprises qui vont se lancer dans ce genre d'action, qui vont collecter des informations, manipuler des informations des utilisateurs sans respecter les règles de l'art, ou bien qui vont les exploiter sans toutefois respecter les bonnes pratiques exigées. On aura également des États même qui vont mener des actions, que ce soit vers nos responsables ou bien vers nos organismes stratégiques pour pouvoir acquérir des informations. Et on a évidemment des data brokers qui sont des entreprises d'une certaine taille, qui sont assez connues, qui aujourd'hui se nourrissent des informations que nous laissons partir vers l'extérieur, qui gagnent de l'argent à travers ces informations et qui parfois aident ces cybercriminels à agir plus rapidement. Parce que parfois, que ce soit pour vous arnaquer ou pour pouvoir vous... Comment je vais dire, pour pouvoir mieux vous convaincre, les cybercriminels ont besoin souvent d'informations de base. Et pour avoir ces informations, ils vont simplement aller dans les plateformes des data brokers, acheter vos informations personnelles et ils vont venir utiliser ces informations-là pour pouvoir soutirer des informations, que ce soit chez vous ou chez vos proches. Vous aurez tendance à croire qu'on a usurpé vos téléphones, on a arnaqué, on a accès à vos équipements, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Donc, il y a des acteurs institutionnels, des acteurs non institutionnels, et il faut prendre la mesure à ces niveaux. D'accord, je pense qu'on doit retourner en ligne et à Bogas qui souhaite réagir notamment sur cette question du pourquoi est-ce que le phénomène gagne en intensité au Cameroun. Bogas Oran Joyoum, président de l'association Smart Click Africa. Alors, quelles sont les causes de cette situation? La première cause, à mon sens, c'est le manque de connaissances et l'absence de sensibilisation accrue. Beaucoup de personnes sont victimes d'actes de cybercriminalité parce qu'elles ne savent pas comment s'y prendre sur soit les réseaux sociaux, soit sur leurs terminaux mobiles. Vous voyez par exemple des personnes qui, dans des entreprises, ouvrent n'importe quel mail, cliquent sur des liens qui très souvent sont des liens inappropriés ou comportant des codes malveillants ou encore des liens qui permettent l'usurpation d'identité ou alors qui installent des virus sur des machines, des entreprises et des réseaux. Donc, si les personnes qui avaient ouvert ce mail-là savaient qu'avant d'ouvrir, comment de cliquer sur le lien d'un mail, il faut préalablement regarder quel est le nom de domaine qui envoie le mail. Est-ce que c'est exactement le nom de domaine de l'institution avec laquelle vous avez l'habitude de collaborer? Donc, si vous travaillez par exemple avec, je vais dire, l'Antique, il faut vous rassurer que le mail vient d'un nom de domaine avec antique.cm et non antique.net par exemple. Donc, il y a ce petit travail de vérification préalable qu'il faut faire et beaucoup de personnes ne sont pas sensibilisées de ce genre de réalité. Autre chose, il y a beaucoup de personnes qui reçoivent sur Facebook, par exemple, un message indiquant que votre compte sera très bientôt supprimé. Il faut remplir les informations pour pouvoir réinitialiser votre compte pour que votre compte soit supprimé. Non, Facebook ou alors les réseaux sociaux ne vous enverront jamais un message pareil. Il faut voir exactement qui a envoyé ce message. Et si vous prenez un petit peu, si vous avez un petit peu d'attention pour regarder qui est l'expéditeur, vous comprendrez rapidement que Facebook, Twitter ou bien YouTube ne vous enverra jamais un message pareil. C'est une technique d'hameçonnage pour vous permettre de piquer, pour vous permettre d'envoyer vos données personnelles, vos mots de passe pour
d'utilisation future, une utilisation future malveillante. Donc, il y a un problème de sensibilisation. C'est pour ça que nous n'hésitons pas à sensibiliser davantage les populations, les particuliers, pour qu'ils puissent éviter ce genre d'attaque. Mais dites-nous, pourquoi est-ce que même les entreprises les plus averties en matière de cybersécurité y passent finalement? Alors, il n'y a pas forcément une institution qui est prémunie à 100% des attaques cybercriminelles. Toutes les institutions, quelles que soient les mesures de sécurité que vous mettez en place, il y aura toujours quelqu'un qui aura la possibilité de pénétrer votre système et soit de compromettre certaines données ou alors de copier certaines données. Donc, il faut simplement mettre en place une stratégie de cyberdéfense qui vous permet d'être alerté en temps réel quand il y a une modification sur votre système ou alors quand il y a une entrée sur votre système. Et également, un autre volet, c'est celui de la sensibilisation des usagers, parce que les usagers sont également une porte, les usagers non avertis, non sensibilisés, sont également une porte d'entrée des cyberattaques dans les institutions publiques comme privées. Donc, si vous avez par exemple un directeur, un employé qui s'amuse à mettre des clés ou alors d'insérer des clés USB compromis sur les ordinateurs de l'entreprise, il faut également indiquer que c'est une possibilité d'intrusion pour les cybercriminels. Il faut également que les institutions mettent en place des pare-feux qui permettent d'empêcher certains utilisateurs à procéder à certains actes particuliers. Par exemple, l'insertion des clés USB dans un ordinateur, ça ne doit pas fonctionner. Il y a des banques aujourd'hui où on ne peut pas insérer une clé USB, c'est pas permis d'insérer une clé USB dans une machine d'une banque. Il faut qu'il y ait une charte du numérique, une charte d'utilisation du numérique par les usagers, par les employés de l'administration, pour que ces employés-là sachent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on est connecté sur un réseau, lorsqu'on travaille sur une machine. Donc, il y a un ensemble de méthodes à prendre en place, un ensemble de stratégies, à mettre en place, et surtout, ne pas hésiter de contacter des professionnels pour que ces professionnels-là aident à sécuriser davantage les données et le matériel de ces institutions. Merci Bogas Oran-Joyou, mais sur ce plateau même, Arsène Zambo en est un parmi de ces ingénieurs informaticiens système réseau, chef unité opération réseau à la CIRTV. Une réaction après cette contribution de Bogas Oran-Joyou. On voit bien que même les institutions ne sont pas à l'abri de la cybercriminalité. Oui, car là, comme mon prédécesseur venait de le dire, il n'y a pas une sécurité à 100% dans une entreprise. Il n'y a pas de sécurité. Tout simplement parce que la technologie dans le numérique évolue très rapidement. C'est-à-dire, par exemple, pour les virus ou bien les malwares, vous avez un antivirus et si vous ne le mettez pas à jour, il est possible que vous soyez attaqué. Et maintenant, les logiciels, si vous ne les mettez pas à jour, ça devient un problème. Il faut mettre les logiciels à jour. Et maintenant, comprenons que si nous avons ce problème qui est grandiloquent, c'est tout simplement parce qu'il faut comprendre que de nos jours, on a à la portée nos données et puis des informations sensibles à partir de nos téléphones. Il y a longtemps, il était difficile d'avoir son mail à portée de main. Il fallait trouver un ordinateur pour se connecter, avoir accès à son mail, consulter. Et maintenant, là, on a nos services e-bank à côté de nous, au téléphone. On a
nos plateformes, on a nos mails, et maintenant, le téléphone, il faut savoir le sécuriser. Mais c'est dit que vous, les ingénieurs, informaticiens, systèmes, réseaux, ont du grain à moudre. Bien évidemment. Lorsque nous parlons du réseau, on ne peut pas parler du réseau sans sécurité. Parce que lorsque vous créez un réseau, c'est l'interconnexion, comme monsieur le directeur venait de le dire. Dès que vous mettez plusieurs équipements ensemble, il y a des échanges. Et parmi ces échanges, il peut y avoir des gens qui ne sont pas aguerris, qui ne savent pas comment se comporter lorsqu'on a un ordinateur. Et là, ça va très vite. Il suffit qu'une machine dans le réseau soit infectée et tout le réseau est infecté. Donc, dès la base, on commence par construire un réseau. Et dans ce réseau, il faut déjà faire de la sécurité. Il parlait tout à l'heure de pare-feu, c'est-à-dire à l'entrée d'un réseau privé, il faut un équipement qui permet à ceux qui sortent de l'extérieur de s'identifier, de savoir qui vient là, qu'est-ce qu'il vient chercher, où est-ce qu'il va chercher une ressource. Il faut donc, la première barrière, c'est au niveau du réseau. Lorsqu'on construit le réseau, il faut le sécuriser. Et il faut donc comprendre que pour sécuriser, ça coûte beaucoup de moyens. Il faut des moyens. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a mis un pare-feu qu'on s'arrête. La technologie évolue. Et les gars qui sont sur le terrain, eux aussi, ils réfléchissent. Parce que comprenez très bien que le hacker, c'est un gars qui veut parfois prouver qu'il peut et il attaque. Ça a commencé aux États-Unis, c'est-à-dire les gars sortent de l'école, il n'a pas de boulot, il reste chez lui, il fait des recherches, il dit je vais attaquer telle compagnie et puis je vais leur montrer que s'ils ne viennent pas me voir, ça ne marche pas. Tant qu'ils ne m'ont pas recruté, je vais les faire ça dur. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis maintenant, il y a la vie qui est devenue dure. Un gars qui a fait des études, il ne sait pas comment se nourrir, et il a envie de gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Mounir Diamine, CEO de Enixa, cybersécurité, cybercriminalité, je vous vois sourire. Alors, oui, je souris parce qu'il faut noter qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des entreprises, il y a un vrai problème en matière de sécurité. Et le problème, surtout au niveau, certes, il y a un problème de ressources, mais les ressources pas seulement matérielles, mais aussi au niveau de la ressource humaine. Je dirais, certes, il faut acquérir des antivirus, on n'a pas d'antivirus, on n'a pas de parfait, mais aujourd'hui, pour les entreprises, il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de ça. Nous arrivons dans des entreprises aujourd'hui où on se rend compte que l'entreprise va utiliser le même antivirus qu'un particulier, ce qui n'est pas vraiment concevable. Aujourd'hui, au sein des entreprises, il y a des technologies de nouvelle génération. On va parler des XDR, on va parler aujourd'hui des NDR et évidemment des MDR qui sont aujourd'hui des solutions de nouvelle génération qui vont aider à mieux suivre les activités au sein des réseaux, à mieux suivre les activités au sein des endpoints ou bien des équipements et également à mieux contrôler l'activité au niveau de l'entièreté de l'organisation. Et ça, évidemment, lorsqu'on va dans les institutions, on se rend compte que c'est manquant. Les entreprises ne sont pas suffisamment à jour par rapport aux nouvelles technologies. Oui, il faut un pare-feu de nouvelle génération. Une entreprise va déployer un pare-feu classique. Forcément, elle va avoir des difficultés lorsqu'il y aura une menace nouvelle. Une entreprise va déployer des systèmes, aucune veille, aucun suivi des plateformes en ligne. Et le jour où il y aura l'attaque, elle va réagir. Ça sera difficile. Maintenant, si on revenait à ce que disait Bogas, juste une petite précision. Par rapport au mail. Par rapport au mail, il est important aujourd'hui, parce que l'un des vecteurs importants par lesquels passent des cybercriminels, surtout ceux qui ont une certaine compréhension de la technologie. Par rapport au mail, il est certes important de voir l'expéditeur, mais surtout, nous recommandons surtout de vérifier, si vous cliquez sur répondre, vérifier vers où cela va rentrer. Parce que le mail, on sait comment altérer l'expéditeur. En gros, il est possible de vous envoyer un mail en affichant comme expéditeur le nom de votre ami, de votre frère. Ça, c'est totalement possible. Si vous n'avez pas un pare-feu qui surveille, évidemment, un pare-feu applicatif qui protège vos mails, forcément, ce type d'activité va passer et vous aurez bel et bien votre directeur, votre collaborateur qui vous a fait un mail et vous allez répondre sans souci. C'est pareil avec les SMS. Vous recevez un SMS d'un proche avec son numéro de téléphone affiché et évidemment, vous pouvez être amené à réagir plus rapidement. Le souci, c'est souvent surtout au niveau de la réponse. Quand j'essaie de répondre, où est-ce que ça veut aller? Où ça veut aller doit attirer mon attention également doit surtout attirer mon attention sur qui est la personne qui reçoit. Et parfois, essayer d'utiliser des méthodes alternatives pour gérer cela. Et
L'autre point, c'est la sensibilisation. Oui, il faut sensibiliser davantage les populations en matière de cybersécurité, mais ce n'est pas suffisant. Il faut s'être sensibilisé, mais sensibiliser ne peut pas résoudre les problèmes. Lorsque nous vous disons aujourd'hui que les données sont vendues sur Internet, même si vous avez pris les meilleures pratiques de sécurité, lorsque Facebook, par exemple, qui a vos données, se fait attaquer et que ces données sont vendues sur le Darknet, même si vous avez pris un ensemble de mesures à votre niveau, si ces données sont récupérées chez Facebook, qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas agir contre ça. Si vous avez un compte sur Facebook et qu'aujourd'hui on peut retrouver, si on prend le cas par exemple de la fuite de Facebook qu'il y a eu en 2019 ou encore celle de 2021, si quelqu'un peut retrouver l'ensemble des informations que vous croyez avoir cachées à ce niveau, qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? Vous ne pouvez rien faire contre ça. Donc, il faut s'être sensibilisé, mais il faut aller au-delà. Il faut collaborer. Il faut une collaboration aujourd'hui entre les acteurs du public et du privé. Aujourd'hui, c'est le gros challenge en réalité, parce que l'identification, nous disons souvent, l'identification des cybercriminels n'est pas le plus dur. Surtout les cybercriminels classiques que nous avons sur nos territoires. Ce n'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, souvent, c'est la régulation en place. Si vous identifiez le cybercriminel et qu'il n'y a pas des éléments juridiques, des éléments qui aident à, évidemment, démontrer qu'il en est l'auteur, s'il n'y a pas de collaboration, s'il n'y a pas un ensemble d'éléments, en général, ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas en réalité. Donc, certes, il faut sensibiliser, mais à côté de ça, il faut collaborer, il faut une collaboration, il faut une synergie d'action entre les acteurs, que ce soit des acteurs du privé. Un cybercriminel, par exemple, qui va passer par une fintech locale pour essayer de soutirer des fonds à des acteurs. Certes, il va arriver à contourner les mailles du système financier classique, notamment les banques, les microfinances et autres. Mais s'il y a une collaboration qui va au-delà des banques et touche aussi ces fintechs-là, le cybercriminel pourra être retrouvé plus rapidement. D'accord. On va écouter sur ce sujet-là François-Joseph Nemete-Beuyeneux, sous-directeur de la réglementation des télécommunications et des TIC au mines Postel. On l'a dit, ça coûte énormément cher. Encore, le plus difficile n'est pas de trouver ces cybercriminels, mais c'est déjà pas évident pour la population vers qui se tourner lorsqu'on a connu une attaque, un piratage de téléphone, etc. Oui, je pense qu'une lecture transversale de tout ce qui vient d'être dit nous fait savoir que le problème est très important parce qu'il touche les politiques, parce qu'il touche le développement socio-économique, parce qu'il touche finalement l'homme dans son entièreté et qu'aujourd'hui, il faille prendre des actions nécessaires. Et je voudrais également apporter une précision en faisant savoir que dans la plupart des cas, c'est l'homme qui est le maillon faible. C'est pour cela que l'État du Cameroun, dans un premier temps, a pris des mesures très importantes pour pouvoir adresser le problème. Et elles sont multiples. Sur le plan technique, vous savez que nous avons un gendarme qui est celui-là qui s'occupe de la régulation d'Internet, c'est l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, qui veille sur le cyberespace et qui aujourd'hui, dans sa mission, a engagé un certain nombre d'actions auprès des institutions, auprès des administrations publiques et des entreprises privées. Figurez-vous que les statistiques de l'Antic font état de ce que l'année passée, c'est-à-dire en 2023, près de 28 000 vulnérabilités ont été trouvées dans les systèmes d'information des administrations publiques et des structures privées. C'est dire que le problème est très important et il faut le prendre à bras le corps, d'une manière systémique, avec des actions qui sont importantes et qui se disséminent jusqu'à l'homme. C'est pour cela que la sensibilisation a une place effectivement très importante. La collaboration qui a été évoquée ici est très importante parce que pour aller trouver un cybercriminel qui se trouve hors de votre territoire, il faut effectivement collaborer. Et dans ce cadre, l'Antic a mis en place, n'est-ce pas, des dispositifs de collaboration avec aujourd'hui ces GAFAM-là, je voudrais dire Facebook, Amazon et tout le monde, pour que, pour ce qui est du Cameroun, nous puissions garantir que le cyberespace est un cyberespace sain qui puisse permettre, n'est-ce pas, le développement économique. Par ailleurs, au niveau du ministère des Postes et Télécommunications, par exemple, nous avons engagé des campagnes de sensibilisation. Vous savez, quand le smartphone arrivait, beaucoup ne savaient pas comment est-ce qu'il fallait l'utiliser. Et vous allez remarquer qu'avec la venue des smartphones à une certaine période, nous avons remarqué également beaucoup de conséquences sur les cybercriminels, sur les cyberactions qui étaient sur les humains.
Vous avez vu des images qui circulaient sur la toile parce que des gens avaient laissé des données, n'est-ce pas, ouvertes, parce que les gens ne savaient pas comment est-ce qu'il faut se protéger. Donc, il y a des petites règles pour ce qui concerne l'individu qui sont très importantes et qui permettent de ne pas être naïf. Quand vous avez un téléphone, il faut avoir un mot de passe pour que personne ne puisse, n'est-ce pas, s'y introduire. Quand vous avez un téléphone, tout message n'est pas un message important. Il faut aller vérifier. Mais je pense que d'une manière générale, il faut aller regarder la nécessité pour notre pays, ou bien des politiques qui sont mises en place, de mettre en place ou bien de favoriser le développement des contenus locaux. Aujourd'hui, on cite les GAFAM, on cite toutes ces plateformes aujourd'hui de réseaux sociaux qui ne nous appartiennent pas. Il faut aujourd'hui que nous puissions promouvoir le développement des contenus locaux pour que nous puissions consommer nos produits. Cela limite les dégâts. Ça n'exclut pas les dégâts, mais cela limite parce que nous consommons ce qui nous appartient et nous avons un meilleur contrôle. D'accord, vous êtes entendu. Je crois que Maître Firmin Chetou-Kameni a longtemps patienté en ligne. Maître, merci de nous rejoindre en ligne à cette édition de Twilight. Alors, le piratage des téléphones, des données numériques est bien puni par la loi, mais il y a des sanctions encourues. Dites-nous, est-ce qu'il y a des sanctions encourues lorsque cela intervient entre conjoints? C'est la question d'un téléspectateur. Oui, régi par la loi numéro 210/12 du 21 décembre 2010 relatif à la cybersécurité et relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun, ces deux notions régulent le cadre de sécurité des réseaux de télécommunications électroniques et des systèmes d'informatique. Savoir si le piratage de données numériques est puni par la loi. Il convient de rappeler que, selon les dispositions de l'article 41 de la loi susvisée, que toute personne a droit au respect de sa vie privée. L'article 42 de cette loi va plus loin en disposant que la confidentialité des communications acheminées à travers les réseaux sociaux et communications électroniques et les systèmes d'information, y compris les données relatives au trafic, est assurée par les opérations et les exploitants des réseaux de communication électronique et des systèmes d'information. De ce fait, l'article 44 alinéa 1 précise que l'interdiction est faite à toute personne physique ou morale d'écouter, d'intercepter, de stocker les communications et les données relatives au trafic y afférent ou de les soumettre à tout autre moyen d'interception ou de surveillance sans le consentement des utilisateurs concernés, sauf lorsque cette personne y est largement autorisée. En l'espèce, le piratage se définit comme le fait d'introduire dans une ressource à l'insu de son propriétaire légitime. Il est constant, eu égard de cette disposition, que le piratage est interdit par la loi camerounaise. Cette autre question, toujours posée par un téléspectateur, concernant les captures d'écran piratées, autres données numériques, sont-elles légales ou illégales devant la justice camerounaise? À la question de savoir y a-t-il des sanctions encourues lorsque cela intervient entre conjoints, au sens des dispositions de l'article 74 alinéa 1 de la loi susvisée, qui est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions
quiconque, au moyen d'un procédé quelconque, porte atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de leur auteur des données électriques ayant un caractère privé ou confidentiel. L'alinéa 4 va plus loin en disposant que est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions ou l'une de ces deux peines seulement le fait de collecter par des moyens illicites des données nominatives d'une personne en vue de porter atteinte à son intimité et à sa considération. Toutefois, il est utile de rappeler que par le lien du mariage, les époux renoncent à leur vie privée et individuelle car ne formant désormais qu'une chair. Ceci dit, ils n'ont pas de secret et se partagent tout, le consentement étant dorénavant implicite. Cependant, si ce piratage est de nature à porter atteinte à l'autre d'une quelconque manière, que ce soit, l'auteur peut être poursuivi. Merci, Maître Firmin Chetou Kameni, avocat au barreau du Cameroun. On va tout de suite vous retrouver aussi en ligne, Boga Sora Njoyoum, président de l'association Smart Click Africa et DG de ICT Media Stratégie. Alors, dites-nous, le numérique est définitivement risqué, même si avant ces dispositions sur le mariage-là ont été notamment adoptées bien avant l'arrivée du numérique au Cameroun. Mais avec vous, dites-nous quand même, votre association a mis à disposition une série de messages de sensibilisation. Quelles sont les précautions à prendre pour éviter une cyberattaque? Alors, effectivement, au cours de ce mois de sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière de cybersécurité, l'association Smart Click Africa a proposé un petit guide qui est disponible sur notre plateforme web, sur smartafrica.org, qui vous présente 15 bonnes pratiques à avoir. Mais on peut insister sur 4 bonnes pratiques. La première des bonnes pratiques, c'est l'usage des mots de passe forts. Très souvent, on conseille d'avoir même des phrases de passe, c'est-à-dire pas de mots de passe qui sont très courts, mais des phrases de passe facilement retenables et qui intègrent à la fois les majuscules, les minuscules, les caractères spéciaux et les chiffres. Donc, c'est très important d'avoir ces phrases de passe facilement retenables par vous et n'essayez pas d'utiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes. Il faut avoir des mots de passe différents pour différents comptes. Et si c'est compliqué, vous pouvez également utiliser les gestionnaires de mots de passe qui vous permettent d'avoir plusieurs mots de passe sécurisés dans un endroit plus sain et plus sécurisé. Alors, le deuxième conseil que nous pouvons donner, c'est d'activer la double authentification. Beaucoup de personnes nous contactent pour nous dire qu'on a piraté notre compte Facebook, qu'on a dupliqué notre compte WhatsApp. Alors, la technique pour éviter cela, c'est d'activer la double authentification qui est possible, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur l'ensemble de vos réseaux sociaux et même sur vos comptes mail et réseaux sociaux. Donc, il faut toujours activer la double authentification qui accorde en fait une couche de sécurité supplémentaire en dehors du mot de passe que vous mettez. Vous recevez soit un message qui vous permet d'authentifier que c'est effectivement vous qui voulez vous connecter sur votre compte ou encore qui, à travers une application de génération de mots de passe courts, vous permet de confirmer effectivement que c'est vous qui accédez à votre compte, même quand vous avez inséré le mot de passe exact. Alors, le troisième conseil que nous donnons, c'est de mettre à jour les logiciels et les plugins que vous utilisez, parce que les logiciels et les plugins ont très souvent besoin
de mise à jour pour corriger les erreurs de sécurité. Vous savez, chaque jour, il y a des possibilités que les hackers trouvent des failles pour pirater des comptes, pour pirater des systèmes que nous utilisons. Et ces plugins qui sont très souvent mis à jour vous demandent d'activer ces mises à jour-là pour appliquer les correctifs utilisés. Donc, n'hésitez pas de très souvent mettre à jour vos logiciels, vos téléphones portables. Et aussi, enfin, on propose de signaler le phishing. Au Cameroun, l'Agence nationale de technologie de l'information et de la communication permet de lutter contre ces phénomènes-là et peut également aider lorsque le centre d'alerte est contacté. Parce qu'il y a un centre d'alerte aux incidents cybernétiques à l'Antique qui permet aux utilisateurs, les personnes privées ou encore les institutions de pouvoir répondre à leurs besoins en termes d'attaque cybernétique ou alors en termes de conseils. Merci Bogas Oran-Joyoum pour cette autre contribution. Vous avez parlé notamment de ce phishing ou hameçonnage-là, utiliser des messages d'apparence officielle utilisés par les cybercriminels pour appâter ou tromper leurs victimes. Mais j'aimerais déjà vous poser la question rapidement, en quelques secondes, Mouni Ndi Amin. Comment même se rendre compte assez rapidement qu'on a été victime d'une cyberattaque? Aujourd'hui, les meilleurs moyens pour se rendre compte qu'on a été victime d'une cyberattaque, c'est évidemment mettre en place un ensemble de solutions de veille, mettre en place un ensemble de stratégies de surveillance pour savoir si on a été victime ou non. Un cas simple, vous avez un téléphone portable. Pour ça, chaque fois que vous lancez votre téléphone, vous vérifiez s'il y a juste la petite icône de l'ordinateur au-dessus. Ça vous alerte si, par exemple, quelqu'un s'est connecté à votre WhatsApp, à WhatsApp Web, via votre compte WhatsApp. Vous pouvez de temps en temps vérifier au niveau de votre compte Facebook, vérifier simplement si l'historique des appareils qui ont été liés à votre compte pour vous rassurer que quelqu'un d'autre n'ait pas eu accès à vos activités et bien d'autres. Il faudrait vraiment juste avoir cette pratique de veille, ces habitudes de veille et de temps en temps vérifier sur les plateformes de fuite d'informations. Est-ce que mes données ont été publiées? Est-ce que mes données ont fuité? Je peux donner un exemple de plateforme comme ça qui peut aider. Havai, Bitpowernet qui peut aider évidemment à checker rapidement est-ce que mon adresse email est publiée sur Internet, est-ce que mes numéros de téléphone sont publiés. Une conclusion en 30 secondes pour vous, Arsène Zambo, ingénieur informaticien système réseau. Ok, car alors tout ce que je peux dire, c'est que le thème était comment stopper la saignée. Ce que je vais dire, c'est que on ne peut pas dire qu'on peut stopper, mais c'est qu'il faut juste qu'on essaye de ralentir. Ou bien de faire que la saignée ne soit pas trop forte, quoi. D'accord. Vous êtes entendu, Monsieur François-Joseph Nemete-Beyene. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une histoire de coalition nationale. Tout le monde à son niveau a un rôle à jouer. Le chef d'État l'a dit, ne soyons pas des relais naïfs ou des pourfendeurs de la République, soyons des patriotes. Et pour cela, il faut respecter les règles, il faut investir dans la sécurité pour les entreprises, pour les administrations, il faut mettre de la veille technologique, de la recherche et du développement et de la formation. Nous pensons qu'avec cela, nous pouvons endiguer, pas stopper, mais nous pouvons endiguer et freiner les choses. C'est entendu. Merci donc à vous trois d'être venus en présentiel aussi. À Bogas Oran-Joyoum, président de l'association Smart Click Africa et DG de ICT Media Stratégie. Merci également à Maître Firmin Chetou Kamni, avocat au barreau du Cameroun, qui a répondu à nos questions en direct de cette édition de Twilight du lundi 21 octobre 2024. Mesdames, Messieurs, merci pour votre bien aimable attention. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. Restez en compagnie des programmes de CRTV News.